Je me suis remariée sur le tard. Mais je ne savais pas que ce choix m'apporterait plus de regrets et de déceptions qu'autre chose. Je m'appelle André Dubois, j'ai 68 ans. J'ai pris ma retraite après avoir été fonctionnaire territorial, responsable de l'entretien des bâtiments à la mairie. 5 années s'étaient déjà écoulées depuis le décès de ma femme. Au début, c'était vraiment difficile. La maison était devenue trop silencieuse depuis le départ soudain de celle qui me préparait le dîner tous les soirs. Je n'imaginais pas que manger seul serait si triste. Assis à table, avec seulement 2 ou 3 plats d'accompagnement, j'avais la gorge nouée. Puis, un jour, j'ai reçu dans ma boîte aux lettres une brochure pour une conférence santé à la maison des aînés. D'habitude, je l'aurais jetée. Mais ce jour-là, j'ai eu envie d'y aller. Rester à la maison devenait étouffant. J'avais besoin de rencontrer des gens et d'échanger. À la conférence, j'ai trouvé pas mal de personnes seules, comme moi. Nous avions tous à peu près le même âge. Nous nous sommes dit bonjour, et nous avons écouté l'orateur. Le contenu, comment gérer sa tension, comment bien marcher, était plus instructif que prévu. La dame assise à côté de moi ce jour-là était Monique Leroy. Ma première impression fut qu'elle était très calme. Elle prenait des notes méticuleusement et écoutait avec une concentration que je trouvais impressionnante. Elle n'avait pas l'air de somnoler comme d'autres. Après la conférence, nous avons naturellement commencé à parler. Le contenu de la conférence est très utile, n'est-ce pas ? Ai-je lancé. Oui, à notre âge, la santé est le plus important, a répondu Monique avec un sourire. Vous vivez seule ? Lui ai-je demandé sans détour. Oui, ma femme est décédée il y a 5 ans, lui ai-je dit. Mon mari est parti il y a 12 ans. Ce n'est pas facile de vivre seul, n'est-ce pas ? À ce moment-là, j'ai senti une solitude similaire dans l'expression de Monique. Elle n'était pas très bavarde, mais ses conseils étaient très réalistes. Elle m'a dit « Quand on vit seul, il est important de garder un mode de vie régulier. » Ces mots m'ont beaucoup touchée. En fait, depuis la disparition de ma femme, le rythme de ma vie s'était beaucoup déréglé. Comme il n'y avait plus d'heures fixes pour se lever ou manger, les jours s'écoulaient sans but. Par la suite, nous nous sommes revus 2 fois par semaine à la maison des aînés. Nous marchions ensemble et déjeunions parfois à la cantine du centre. Être avec Monique me mettait étrangement à l'aise. Ce n'était pas de l'excitation ou de la passion, mais une simple tranquillité. Monique était une personne pleine de ressources et de vitalité. Elle savait bien cuisiner et s'occupait de la maison avec une efficacité remarquable. Contrairement à moi, elle maintenait sa maison propre et bien rangée malgré le fait de vivre seule. Elle apportait parfois des plats faits maison à la maison des aînés pour que nous les partagions. « C'est incroyable que vous cuisiniez avec tant de soin », lui ai-je dit avec admiration. Même seul, on ne doit pas vivre n'importe comment. C'est le seul moyen de rester en bonne santé, a répondu Monique d'un ton posé. J'étais très impressionnée par son attitude. Moi, j'avais tendance à me laisser aller après être devenu veuf. Je mangeais n'importe quoi. Je ne faisais le ménage qu'à moitié. Et le linge pouvait attendre des jours. Mais en voyant Monique, j'ai réalisé qu'on pouvait vivre de manière structurée, même en étant seul. Un jour, alors que nous rentrions de la maison des aînés, Monique m'a dit « À notre âge, vivre seul est vraiment dangereux. Si on s'effondre soudainement, qui le saurait ?» C'était vrai. En fait, il m'était arrivé de rester alité plusieurs jours à cause d'une grippe, et personne ne l'avait su. Si Sophie ne m'avait pas appelé par hasard, cela aurait pu être très grave. Ce serait bien d'avoir quelqu'un qui s'inquiète pour nous, a-t-elle ajouté avec prudence. J'ai senti une chaleur dans ma poitrine en l'entendant. Que quelqu'un se soucie de mon bien, qu'il y ait quelqu'un pour s'inquiéter si j'étais malade. Je n'avais jamais su à quel point c'était précieux. À ce moment-là, j'ai pensé. Avec cette personne, au moins, je ne serais pas seule. C'était davantage un sentiment de partenariat que d'amour. Je sentais que nous pourrions compter l'un sur l'autre. L'hiver approchait à grands pas. C'était le 3e que je passais seul, mais j'avais un sentiment d'attente, comme si celui-ci serait différent. En discutant avec Monique, la lourdeur de la solitude semblait s'alléger peu à peu. Cet hiver-là a été particulièrement froid. Le vent a commencé à souffler dès novembre, et en décembre, les températures ont chuté sous 0. La maison, vide, était encore plus glaciale. Même avec le chauffage allumé, je n'arrivais pas à me sentir au chaud. Ce jour-là, c'était un matin comme les autres. Je m'étais levée et je regardais les informations en prenant mon petit déjeuner. Mais soudain, j'ai eu des vertiges. Je pensais que ça passerait, mais quand j'ai essayé de me lever,
Mes jambes ne répondaient plus. J'ai tenté d'aller aux toilettes, mais j'ai glissé. Le sol devait être un peu mouillé. Mon équilibre a été rompu, et je suis tombée lourdement. Ma tête a heurté le coin de la table, avec un bruit sourd. Je suis restée au sol un bon moment. Ma tête me faisait horriblement mal, et j'avais l'impression de m'être fait mal aux reins. J'essayais de me lever, mais je ne pouvais pas bouger correctement, tout mon corps me faisait souffrir. J'ai eu vraiment peur à ce moment-là. L'idée de rester là, sans que personne ne le sache, m'a effrayée. Heureusement, 1 heure plus tard, j'ai réussi à me lever. Ma tête saignait toujours, et mon dos me lançait à chaque mouvement. Dans le miroir, la blessure sur mon front était assez profonde. Je me suis dit que je ne pouvais pas gérer ça tout seul, et j'ai appelé le SAMU. Arrivé aux urgences, j'ai passé des examens. Heureusement, il n'y avait rien de grave, mais j'avais une commotion cérébrale et devais rester en observation quelques jours à l'hôpital. J'ai appelé Sophie, qui m'a dit qu'elle avait une présentation importante au bureau. « Papa, ça va vraiment ? Je devrais venir tout de suite ?» m'a-t-elle demandé, inquiète. « Ça va, ce n'est rien de grave. Viens, quand tu auras fini ton travail, » lui ai-je répondu. En réalité, j'avais peur d'être seule, mais je ne voulais pas la déranger. Allongée seule dans ma chambre d'hôpital, je me sentais désespérée. L'infirmière venait de temps en temps, mais la plupart du temps, j'étais seule. Dans le lit d'à côté, une vieille dame avait toujours des membres de sa famille qui veillaient sur elle à tour de rôle, et je me sentais encore plus seule en les voyant. Mais le lendemain matin, Monique est venue me voir à l'hôpital. Elle tenait un thermos à la main. « Comment l'avez-vous su ?» ai-je demandé, surpris. « J'ai entendu la nouvelle à la maison des aînés. Vous êtes très souffrant ?» a-t-elle demandé, l'air inquiet. Monique a sorti une soupe chaude de son thermos. C'était une soupe de potimarron délicieuse. Manger une soupe maison après la nourriture d'hôpital m'a presque fait pleurer. « Vous ne devriez pas rester seule, » a-t-elle dit. « Je viendrai vous voir dès que j'aurai le temps. » À partir de ce jour-là, Monique est vraiment venue tous les jours. Elle apportait de la soupe le matin et me coupait des fruits à l'heure du déjeuner. Elle passait aussi le soir pour prendre de mes nouvelles. Sophie était restée la première nuit, mais par la suite, elle était trop occupée par son travail et ne passait que brièvement le soir. Je lui disais que c'était bon, mais au fond de moi, j'étais déçue. « Papa, je suis tellement désolée. J'aurai plus de temps une fois ce projet terminé, » me disait Sophie, pleine de remords. « Ça va. Je sais que tu es occupée, » lui disais-je. Mais au fond, j'étais seule. Monique, en revanche, était dévouée. Elle restait jusqu'à ce que je m'endorme et demandait aux infirmières des nouvelles de mon état. Elle a même emporté mon linge sale pour le laver. « Vous ne devriez pas faire tout ça, » lui ai-je dit, embarrassée. « Ce n'est pas grand-chose. On doit s'entraider, » a répondu Monique naturellement. La 3e nuit, mes vertiges se sont aggravés. J'ai appelé l'infirmière, mais les examens n'ont rien révélé d'anormal. C'était juste une séquelle de la commotion. Mais j'étais inquiet d'être seule. C'est là que Monique a dit « Voulez-vous que je veille sur vous quelques heures ?»« Vous ne devriez pas. Allez vous reposer chez vous, » ai-je répondu. Mais elle a simplement dormi sur une chaise dans ma chambre. Le lendemain matin, je l'ai vue se lever de sa chaise, le cou tordu. Elle avait passé la nuit inconfortablement sans se plaindre et m'avait préparé ma soupe. Mon cœur s'est serré à cet instant. « Merci beaucoup. Comment puis-je vous remercier ?» ai-je dit. « Me remercier de quoi ? On n'a qu'à compter l'un sur l'autre, » a-t-elle répondu avec un sourire. La dernière nuit à l'hôpital, j'ai réfléchi seule. Que se serait-il passé si Monique n'avait pas été là quand je me suis blessée ? Sophie était occupée, et sans autre famille, j'aurais été seule à l'hôpital. Je n'avais jamais eu cette inquiétude du vivant de ma femme. Il allait de soi qu'elle prenait soin de moi quand j'étais malade. Mais seule, tomber malade, était terrifiant. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé. Être seul quand on est malade est une chose si triste. J'ai compris à quel point il était précieux d'avoir quelqu'un pour s'inquiéter, prendre soin de vous et être à vos côtés. Le jour de ma sortie, Monique est venue me chercher. Elle m'a raccompagnée chez moi et a rempli mon réfrigérateur de plats cuisinés. « Prenez bien soin de vous pendant un moment. Ne faites pas d'efforts, » m'a-t-elle dit, attentionnée. En l'écoutant, j'ai pensé. Si je vis avec cette personne, au moins, je ne serai pas seule quand je serai malade. Nous pourrons prendre soin l'un de l'autre. L'idée du mariage m'a traversé l'esprit. C'était plus une question de nécessité que d'amour. Vieillir seule me faisait peur, et la solitude quand j'étais malade m'était insupportable.
Je pensais que Monique était dans la même situation. Ce soir-là, en regardant la neige tomber par la fenêtre, j'ai pensé, le mariage n'était plus un choix, mais une échappatoire pour fuir la solitude. La stabilité de vivre ensemble était plus urgente que la peur de vieillir seule. Une semaine après ma sortie de l'hôpital, j'ai timidement fait ma proposition à Monique. Monique, si vous avez un moment, prendrions-nous un café? Ce jour-là, nous nous sommes assis dans le café du quartier et avons parlé. À notre âge, nous n'avons pas tourné autour du pot. J'y pensais aussi, a dit Monique en premier. C'est vraiment difficile de vivre seul. Ce serait bien si nous pouvions compter l'un sur l'autre, ai-je dit. Oui, je suis d'accord. C'est ainsi que la discussion sur le remariage a commencé naturellement. Ce n'était pas comme les jeunes amoureux qui se mariaient par passion. C'était un choix basé sur un besoin pratique. Nous en avons d'abord parlé à nos enfants respectifs. Sophie a d'abord été surprise, mais a vite compris. « Papa, j'étais tellement inquiète que tu sois seul. C'est une bonne nouvelle, » a dit Sophie. Le fils de Monique, Thomas, a eu une réaction similaire. Il était plutôt content. Il a dit qu'il était inquiet de voir sa mère seule et que c'était une bonne chose. Nous avons organisé une rencontre entre les deux familles. Sophie et Thomas ont discuté et, heureusement, ils ont eu une bonne impression l'un de l'autre. « Maman a l'air d'aimer beaucoup votre père », a dit Thomas à Sophie. « Mon père aussi. Il a l'air beaucoup plus joyeux ces derniers temps », a répondu Sophie. Les préparatifs du mariage ont été modestes. Nous avons décidé de faire une cérémonie simple avec seulement la famille, sans vouloir quelque chose de grandiose à notre âge. Comme l'a dit Monique, le plus important, c'est de rester en bonne santé et heureux, a-t-elle ajouté. Nous avons choisi ma maison comme domicile conjugal, car elle était un peu plus grande que la sienne. Monique a fait le tri dans ses affaires et n'a apporté que le nécessaire. Le jour du mariage, nous avons eu une petite cérémonie dans une petite salle de réception du quartier. Seuls les membres de la famille et quelques connaissances de la maison des aînés étaient invités. Il n'y a pas eu de fleurs sophistiquées ni de grandes réceptions, mais l'atmosphère était chaleureuse. « Félicitations pour ce nouveau départ », nous a dit le directeur de la maison des aînés. Les autres personnes âgées du quartier nous ont souhaité sincèrement tout le bonheur possible. Monique portait une tenue simple, et j'étais en costume. Nous avions l'air maladroits, mais aussi fiers dans le miroir. C'était étrange de prendre un nouveau départ à cet âge. Après la cérémonie, nous avons dîné avec la famille. Il y avait même un petit gâteau que Sophie avait préparé. « Sois heureux, papa », a dit Sophie en me serrant dans ses bras. « Merci, Sophie », ai-je répondu. Thomas a aussi dit à sa mère « Maman, tu ne seras plus jamais seule, maintenant ». Et nos Canfosi, ce soir-là, de retour à la maison, j'ai eu un sentiment étrange. C'était la première fois en 5 ans que je me couchais sans être seule. Monique a décidé de prendre la petite chambre à côté de la nôtre. « Je préparerai le petit déjeuner dès demain », a dit Monique. « Merci. Je vous en prie », ai-je répondu. Les premiers jours ont été merveilleux. Au réveil, une bonne odeur de petit déjeuner fait maison m'accueillait. Je sautais souvent le petit déjeuner quand j'étais seule, mais maintenant, je pouvais manger le repas que Monique me préparait. « Bon appétit », disait Monique en servant. « C'est délicieux. Je ne savais pas que la cuisine maison me manquait autant. » ai-je dit sincèrement. Monique tenait remarquablement bien la maison. Elle était toujours bien rangée, et le linge était toujours propre. Les tâches que je laissais de côté pendant des jours étaient faites efficacement. Les repas sont également devenus réguliers. 7 heures du matin, 12 heures pour le déjeuner, et 10 à 8 heures pour le dîner. Quand j'étais seule, je mangeais n'importe quand, mais avec des horaires fixes, je me sentais en meilleure santé. À notre âge, vivre de manière régulière est important, disait Monique. Elle avait raison. Après quelques jours, je me sentais mieux. Je digérais bien et je dormais profondément la nuit. Nous allions aussi faire les courses ensemble. Seule, j'achetais juste ce dont j'avais besoin, mais avec Monique, faire les courses devenait agréable. « Ces poireaux ont l'air frais », disait Monique en choisissant ses légumes. « Vous choisissez bien. Moi, je prenais n'importe quoi », ai-je dit, admiratif. Le soir, nous regardions des émissions ensemble. C'était plus amusant que seul. Quand Monique commentait « Ce personnage est vraiment méchant », la conversation se poursuivait naturellement. « C'est vrai que c'est plus agréable de regarder ça ensemble que tout seul », ai-je dit. « Oui. J'étais seule avant, et je m'ennuyais », a confirmé Monique. «
Par-dessus tout, le fait de partager un repas avec quelqu'un était le meilleur. La solitude des repas en solo avait disparu. Le temps passé à table à se raconter nos journées était précieux. « J'ai entendu dire qu'il y aurait un nouveau programme à la maison des aînés », a dit Monique. « Quel genre de programme ?» ai-je demandé. « Un cours de yoga. On pourrait y aller ensemble ?» Bonne idée. Ces petites conversations remplissaient mon quotidien. J'avais l'impression de retrouver les échanges que j'avais perdus pendant mes 5 années de solitude. Avant de dormir, je me sentais également en paix. Quand j'étais seule, je me sentais souvent anxieux la nuit. Mais maintenant, le simple fait de savoir que quelqu'un était dans la pièce d'à côté me rassurait. Monique semblait ressentir la même chose. J'avais peur la nuit quand j'étais seule, mais maintenant, ça va, m'a-t-elle dit. C'était agréable aussi quand Sophie venait le week-end. Monique préparait de la nourriture à l'avance, et je pouvais recevoir ma fille correctement. « Ma belle-mère cuisine très bien », disait Sophie en se régalant. « Merci Sophie », répondait Monique avec un sourire. En les regardant, j'étais fière de l'atmosphère familiale qui s'installait. Au bout d'un mois, nos habitudes de vie étaient complètement établies. Nous nous levions ensemble le matin, faisions une promenade, prenions le petit déjeuner, nous occupions de nos affaires respectives, nous retrouvions au déjeuner, sortions parfois l'après-midi et passions la soirée à regarder la télévision ensemble. « C'est vraiment agréable de vivre comme ça », ai-je dit. « Moi aussi. C'est beaucoup plus stable que de vivre seul », a répondu Monique. Jusque-là, tout était paisible. Il n'y avait pas de problème majeur, et nous n'avions pas beaucoup de plaintes l'un envers l'autre. C'était une routine simple, mais sereine. Mais ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que cette tranquillité venait du fait que nous n'avions jamais vraiment discuté de nos modes de vie respectifs. Je pensais simplement que l'autre s'adaptait. Des changements non négociés s'accumulaient peu à peu, mais ils n'étaient pas encore visibles. Je ne me doutais pas que ces changements allaient bientôt remonter à la surface. Environ 2 mois après le mariage, Monique a prudemment abordé le sujet. « Chérie, et si on avançait un peu l'heure du matin, se lever à 6h30 pour une promenade, comme ça, la journée est plus longue. » J'avais l'habitude de me lever à 7h30. C'était une habitude depuis mes années à la mairie. Mais comme Monique le proposait, il m'était difficile de refuser. « D'accord, si tu veux », ai-je répondu. « On dit que se lever tôt est bon pour la santé à notre âge. Et c'est mieux de se promener quand l'air est pur, » a-t-elle ajouté. Cela semblait logique. C'était pour ma santé, alors je me suis dit que ce n'était pas grave. J'ai donc commencé à me lever à 6h30 le lendemain. Les premiers jours, ça allait, mais au bout d'une semaine, j'étais fatiguée. Mon corps semblait fait pour se lever à 7h30, mais il m'était difficile d'en parler à Monique. Si je disais que j'étais fatiguée, cela me ferait passer pour quelqu'un de paresseux, alors que c'était pour ma santé. La semaine suivante, la discussion a porté sur l'heure du dîner. « Chérie, et si on dînait un peu plus tôt, vers 5h30 ? On dit que manger tard n'est pas bon pour la digestion. Mon habitude était de dîner vers 6h30 ou 7h. C'était l'heure parfaite pour moi. Mais là encore, c'était difficile de refuser. « Oui, faisons comme ça, » ai-je dit. « À notre âge, il faut manger tôt et se coucher tôt. C'est mieux pour notre corps, » a dit Monique. Tout ce que Monique disait était pour notre santé. Ce n'était pas faux. Je n'avais donc aucune raison de refuser. Mais dîner à 5h30 rendait les soirées trop longues. À 8h, je n'avais plus rien à faire. D'habitude, je regardais les informations ou lisais à ce moment-là, mais j'avais déjà faim et je n'arrivais pas à me concentrer. « Ce n'est pas mieux de manger tôt ?» m'a demandé Monique. « Oui, c'est mieux », ai-je répondu, mais j'étais mal à l'aise. Ensuite, il y a eu la question des programmes de télévision. J'aimais regarder les nouvelles en détail, mais Monique disait que c'était trop anxiogène. Les informations ne montrent que des choses négatives, de nos jours. À notre âge, il vaudrait mieux regarder des programmes qui nous apaisent, a-t-elle dit. Mais on doit quand même savoir ce qui se passe dans le monde, non ? Ai-je prudemment demandé. Pas besoin de tout savoir en détail. Ça ne fait qu'ajouter du stress. Pourquoi ne pas regarder des programmes sur la santé ou des documentaires de voyage ? Finalement, à l'heure du journal, nous regardions ce que Monique aimait. Je consultais les nouvelles sur mon téléphone, mais même ça, elle n'aimait pas. « Tu es toujours sur ton téléphone. Ne pourrions-nous pas regarder ensemble ?» a dit Monique. Il en allait de même pour la nourriture. Monique n'aimait pas beaucoup les plats épicés. À notre âge, il faut éviter les plats trop épicés et trop salés. Ce n'est pas bon pour la tension, a-t-elle dit. J'aimais les plats mijotés, pot au feu ou blanquette,
mais il devenait de moins en moins salé. Monique disait que c'était pour ma santé. Alors je ne pouvais rien dire. Ce doit être difficile pour quelqu'un qui avait l'habitude de manger salé, non? Essaye de t'habituer doucement, disait Monique d'un air compréhensif. Mais la nourriture n'avait plus de goût pour moi. Mes rencontres avec mes amis sont aussi devenues un problème. Mon seul plaisir était de boire un verre avec mes anciens collègues de la mairie une fois par mois. Boire n'est pas bon pour la santé. Il faut être particulièrement prudent à notre âge, disait Monique. Une fois par mois, ça ne va pas non plus? Ai-je demandé. Je ne t'interdis pas. Je dis juste ça pour ta santé. Pourquoi ne pas les inviter à la maison? Finalement, j'ai réduit mes sorties. Mes amis étaient mal à l'aise de venir à la maison. Avec une nouvelle épouse, on ne pouvait pas parler librement. L'atmosphère changeait aussi quand Sophie venait. Monique faisait une mine subtile quand ma fille rentrait tard. Sophie rentre tard, et ça décale l'heure du dîner, a dit Monique avec prudence. C'est parce que son travail la retient parfois, ai-je dit en guise d'excuse. Je comprends, bien sûr, mais comme nous avons 1 heure de dîner fixe, la prochaine fois, tu pourrais me prévenir à l'avance? Sophie a dû le remarquer, car elle venait de moins en moins. Avant, elle venait tous les week-ends. Maintenant, c'était toutes les 2 semaines. « Papa, je te dérange quand je viens ?» m'a-t-elle demandé avec prudence. « Mais non, j'adore quand tu viens, » ai-je dit. Mais en fait, je faisais attention à Monique. Ce qui était le plus difficile, c'était le temps personnel. J'aimais passer du temps seul. J'avais besoin de ces moments de calme pour lire ou écouter la radio. Mais Monique voulait toujours que nous soyons ensemble. « Que fais-tu tout seul? N'est-ce pas mieux d'être ensemble ?» disait Monique. « Je voulais juste lire un peu, » ai-je répondu. « Tu peux lire plus tard, non? Passons du temps ensemble maintenant. » Il devenait difficile de lire, ou même de réfléchir seul. Monique n'avait pas de mauvaises intentions. Elle voulait juste être avec moi. Mais je me sentais étouffée. Un jour, j'ai voulu aller marcher plus tard que d'habitude. « Tu sors maintenant? »« Ce n'est pas ton heure habituelle, » a dit Monique. « Je voulais sortir un peu plus tard aujourd'hui, » ai-je répondu. « Nous avons fixé 1 heure, tu sais. C'est important d'être régulier. C'est là que j'ai réalisé. Depuis quand mes suggestions étaient-elles devenues des critères, et mes critères des règles? Au début, elle demandait « Et si ?» Maintenant, c'était « Il faut que les choses auxquelles j'avais acquiescé 1 ou 2 fois étaient devenues des règles à respecter. » Et si je les enfreignais, Monique était mal à l'aise. « C'est nous qui avons décidé au début, » disait Monique, et je n'avais rien à répondre. J'avais effectivement été d'accord, mais je ne savais pas à l'époque qu'il ne s'agissait pas de suggestions, mais de décisions déjà prises. Monique ne demandait pas mon avis. Elle cherchait mon consentement. J'ai réfléchi seule la nuit. Il était clair que Monique faisait tout pour moi. Elle prenait soin de ma santé. Elle m'encourageait à avoir une vie régulière. Ce n'était pas une mauvaise personne, mais j'avais l'impression de disparaître peu à peu. Mon rythme de vie, mes goûts, mon temps, tout disparaissait. Je vivais selon la façon de faire de Monique. Un jour, en me regardant dans le miroir, j'ai pensé « Qui suis-je? Est-ce la vie que je voulais ?» Quand j'étais seule avant le mariage, j'étais seule, mais au moins, je pouvais vivre comme je l'entendais. Je décidais quand me lever, quoi manger, quoi regarder. Mais maintenant, tout était fixé. Je devais me lever à 6h30, me promener sur un itinéraire fixe, dîner à 5h30, regarder les programmes que Monique aimait et me coucher à 9h. Comme j'avais donné mon accord, je ne pouvais même pas me plaindre. Si j'en parlais à Monique, elle me répondrait à coup sûr. Chaque fois que je voulais faire quelque chose, je regardais Monique, et plutôt que d'exprimer mon opinion, je donnais la réponse qu'elle aimerait entendre. « Que veux-tu faire aujourd'hui ?» demandait Monique. « Faisons ce que tu aimes, Monique, » répondais-je. Elle était contente, mais je devenais de plus en plus apathique. Mon opinion ne semblait plus compter. Le plus difficile, c'est que tout cela était enveloppé du mot « amour ». Ces phrases. « C'est pour toi, pour notre santé. Si nous vivons ensemble, nous devons faire cela. » Je ne voulais pas créer de conflit. Je ne voulais pas blesser Monique. Alors je continuais d'acquiescer. Mais à chaque fois, ma place diminuait un peu plus. Après 3 mois de mariage, j'étais de plus en plus prudent. Je regardais Monique à chaque fois que je voulais faire quelque chose à la maison. Un jour, j'ai voulu aller à la librairie pour acheter un livre que je voulais lire depuis longtemps. « Où vas-tu » a demandé Monique. « Je vais juste à la librairie pour acheter un livre » ai-je répondu. « Quel genre de livre ?»« Un livre d'histoire, sur l'histoire de la France médiévale. » L'expression de Monique a subtilement changé.
Est-ce vraiment nécessaire d'acheter un livre aussi compliqué? Tu ne peux pas l'emprunter à la bibliothèque? C'est un livre que je veux posséder, ai-je dit. À notre âge, il faut faire attention à nos dépenses. Ne serait-il pas mieux de n'acheter que l'essentiel? En entendant cela, j'ai eu honte. J'avais l'impression de gaspiller de l'argent. Finalement, je ne suis pas allé à la librairie ce jour-là. Quelques jours plus tard, un ancien collègue m'a appelé. « André, ça te dit de prendre un verre de vin ensemble? Il y a un nouveau bistrot dans le quartier. » J'avais vraiment envie de le voir. Depuis mon mariage, mes occasions de voir mes amis avaient diminué. « Quand ?» ai-je demandé. « Ce samedi soir. Ça te va ?» Le samedi soir était l'heure où je regardais une émission avec Monique. Mais ne devrais-je pas voir mes amis de temps en temps? Monique, est-ce que je peux sortir voir un ami samedi soir? Ai-je demandé prudemment. Samedi soir, c'est notre moment ensemble, a dit Monique. Oui, mais il m'a appelé après une longue période, ai-je dit. Ce n'est pas bon pour la santé de sortir souvent. Et puis, tu vas boire. À notre âge, le mieux, c'est de rester tranquillement à la maison. J'ai fini par annuler mon rendez-vous. Mon ami était déçu, mais je ne voulais pas décevoir Monique. Ce genre de choses s'est reproduit, et j'ai commencé à sortir de moins en moins. Même quand j'en avais envie, il était difficile d'en parler à Monique. Elle me dirait sûrement « Est-ce absolument nécessaire? N'est-ce pas plus confortable à la maison ?» C'était pareil pour l'argent. Même quand je voulais acheter quelque chose de nécessaire, j'avais l'impression de devoir obtenir l'approbation de Monique. « Je voudrais acheter ce pull. Qu'en penses-tu » ai-je demandé. « Tu n'as pas déjà assez de pulls? Nous n'avons pas besoin d'acheter autant de vêtements que les jeunes. Même si tu peux te le permettre, l'économie est une vertu. Tu pourrais avoir besoin de cet argent plus tard, si tu tombes malade, disait Monique. Elle n'avait pas tort, mais le fait de ne pas pouvoir dépenser l'argent que j'avais économisé toute ma vie comme je le voulais me frustrait. Le plus difficile était ma relation avec Sophie. L'atmosphère devenait tendue chaque fois que ma fille venait à la maison. Un samedi après-midi, Sophie a appelé à l'improviste. « Papa, tu es libre maintenant? Je passe vite fait. »« Oui, viens quand tu veux, » ai-je répondu, joyeux. L'expression de Monique s'est durcie. « Elle vient à l'improviste, » a-t-elle dit. « Ça arrive, c'est ma fille, » ai-je dit. « Il faut prévenir pour que je puisse préparer quelque chose. »« On peut faire simple, » ai-je dit. Mais Monique a été mal à l'aise tout le temps. Elle n'était pas très souriante quand Sophie est arrivée. Sophie l'a remarqué et a voulu partir tôt. « Papa, je vais y aller, » a-t-elle dit. « Déjà? Reste un peu plus longtemps, » ai-je dit. « Non, je pense que ma belle-mère est fatiguée. » Après le départ de Sophie, Monique a dit « La prochaine fois que Sophie vient, tu devrais me prévenir. Quand elle vient à l'improviste, je ne peux rien préparer. Elle est venue parce qu'elle voulait voir son père. Même ça, ce n'est pas permis ?» ai-je dit, un peu agacée. Je n'ai pas dit que ce n'était pas permis. Mais nous avons notre propre emploi du temps. Quand on est marié, le couple passe avant tout. En entendant cela, j'ai eu la gorge nouée. La relation père-fille était-elle moins importante que la relation de couple? La semaine suivante, Sophie m'a rappelé. « Papa, ça te dit de déjeuner ensemble ce dimanche? » J'ai trouvé un bon restaurant. J'avais très envie d'y aller. Je ne me souvenais même plus de la dernière fois où nous avions déjeuné tous les deux. « Monique, est-ce que je peux sortir déjeuner avec Sophie ce dimanche ?» ai-je demandé. « Dimanche? C'est notre journée ensemble. Ne pourrait-elle pas manger ici avec nous? On doit bien sortir de temps en temps. La cuisine maison est la meilleure. Pourquoi sortir manger de la nourriture grasse? » J'ai finalement dit à Sophie que nous mangerions à la maison. Mais Sophie a simplement dit « Faisons-le une autre fois. » Après plusieurs répétitions de ce genre, Sophie m'appelait de moins en moins. Avant, elle m'appelait une fois par semaine. Maintenant, c'était toutes les 2 ou 3 semaines. Un jour, Sophie m'a dit avec prudence « Papa, j'ai l'impression que je dérange ma belle-mère quand je t'appelle souvent. »« Mais non, j'adore quand tu m'appelles, » ai-je dit. Mais je me surprenais à faire attention à Monique. « Si tu es heureux, papa, je suis heureuse aussi. Mais j'ai l'impression que tu es moins toi-même, » m'a dit Sophie. Les mots de Sophie m'ont frappé en plein cœur. Moins moi-même. Qu'est-ce que cela voulait dire? Depuis quand avais-je arrêté de vivre ma vie? Ma place disparaissait de plus en plus dans la maison. Quand j'essayais de lire dans le salon, elle disait « Regardons la télévision ensemble. » Quand j'étais seule dans ma chambre, elle disait « Tu dois te sentir seule. » Mes affaires disparaissaient une par une. Mes livres du salon étaient mis dans ma chambre, et la radio que j'utilisais souvent avait été enlevée
parce qu'elle faisait du bruit. « Ça a l'air plus soigné, non ?» disait Monique. Je ne pouvais rien répondre. La maison était plus propre, mais mes traces avaient disparu. Le plus difficile était quand il y avait un conflit avec Monique. Un jour, je suis rentrée plus tard que d'habitude. « Où étais-tu » a demandé Monique. « J'étais à l'hôpital, je suis un peu en retard. » ai-je répondu. « À l'hôpital ? Tu es malade ?» Non, j'étais à mon examen de routine. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu ? J'aurais pu venir avec toi. L'expression de Monique était blessée. Nous sommes mariés, n'est-ce pas ? Ne devrions-nous pas faire ce genre de choses ensemble ? Doit-on vraiment tout faire ensemble ? Ai-je dit, un peu exaspérée. À ce moment-là, Monique a commencé à sangloter. Tu m'ignores ? Non. Mais si tu voulais vivre seule, pourquoi s'être mariée ? Je n'avais rien à dire. Je ne voulais pas blesser Monique, mais il semblait que je l'avais fait. Je suis désolée. Je te préviendrai la prochaine fois, me suis-je excusée. Mais au fond de moi, j'étais frustrée. Ne pouvais-je même pas aller à l'hôpital seule ? Devait-on tout faire ensemble ? Ces incidents se sont accumulés, et j'ai commencé à parler de moins en moins. J'avais l'impression que tout ce que je disais blessait Monique ou l'inquiétait. « Tu ne parles plus beaucoup, ces derniers temps », disait Monique, inquiète. « Non, pas du tout », répondais-je, mais j'étais devenu prudent. À un moment donné, je ne disais plus que ce que Monique voulait entendre. Je ne partageais plus mes vraies pensées ou sentiments. C'était encore plus difficile quand je devais prendre parti. Entre Sophie et Monique, j'étais toujours au milieu, mais chaque fois que j'essayais d'être neutre, j'avais l'impression que tout le monde était blessé, et c'est moi qui étais le plus blessé. Ne rien dire semblait être la seule façon de maintenir la paix. Mais ce silence me plongeait dans une solitude encore plus profonde. 4 mois après le mariage, Sophie est venue à la maison sans prévenir, après une longue absence. Elle semblait plus calme que d'habitude. « Papa, ça te dit de sortir prendre un café avec moi ?» a-t-elle demandé prudemment. Monique écoutait. Alors j'ai hésité. « N'est-ce pas mieux de prendre un thé à la maison ? On n'a pas besoin de sortir. »« Non, non. Sortons prendre l'air, » a insisté Sophie. Monique a dit « Il fait froid dehors. Ce n'est pas la peine de sortir. Restez au chaud à la maison pour discuter. » « Juste un instant, belle-mère, » a dit Sophie fermement. « Mon père et moi avons besoin de parler seuls. » L'air s'est alourdi. L'expression de Monique s'est durcie, et je ne savais pas quoi faire. Finalement, je suis sortie avec Sophie. Assis dans le café du quartier, Sophie a soupiré. « Papa, tu traverses une période difficile, n'est-ce pas ?» a-t-elle commencé. « Mais non, qu'est-ce qui te fait dire ça ?» ai-je répondu, mais ma voix n'avait pas de force. « Papa, je suis ta fille. Je sais qui tu es et je sais ce que tu ressens, » a dit Sophie doucement. « Avant ton mariage, tu étais peu, être seule, mais tu étais libre à ta façon. Tu faisais ce que tu voulais. Tu voyais qui tu voulais. Tu lisais les livres que tu voulais. Je vis toujours comme ça, » ai-je dit en guise d'excuse. « Vraiment ? Quand as-tu vu tes amis pour la dernière fois ? Quand t'ai-je vu lire seule ?» Les mots de Sophie m'ont atteint en plein cœur. En fait, je n'avais presque pas vu mes amis depuis mon mariage, et je n'avais pas vraiment pu lire. C'est parce que je vieillis. Je préfère rester tranquille à la maison maintenant. Ne mens pas, papa. Je sais à quel point tu aimes lire et à quel point tu aimes discuter avec tes amis. Je n'avais rien à répondre. Sophie avait raison. Et papa, tu es moins détendu avec moi qu'avant. Tu marches sur des œufs avec ta belle-mère. Ce n'est pas vrai. Je suis juste prévenant avec Monique. Il y a une différence entre être prévenant et marcher sur des œufs, papa, a dit Sophie fermement. Tu marches sur des œufs, même avec ta propre fille. En entendant cela, j'ai eu la gorge nouée. J'étais vraiment devenu prudent, même avec Sophie. Sophie, je suis un adulte. C'est le chemin que j'ai choisi, ai-je dit. Un choix ? Sophie a souri tristement. Est-ce vraiment un choix, papa ? Ou est-ce que tu subis ? À cet instant, je suis restée sans voix. La différence entre choisir et subir, je n'y avais jamais pensé. Sophie a poursuivi. Papa, je veux que tu sois heureux. Et là, tu as l'air heureux. Bien sûr que je suis heureux, ai-je répondu automatiquement. Vraiment ? A demandé Sophie en me regardant droit dans les yeux. Je n'ai pas pu répondre à cette question. J'ai voulu dire que j'étais heureux, mais aucun mot n'est sorti de ma gorge. Papa, as-tu l'air heureux ? A demandé Sophie doucement à nouveau. À ce moment-là, mon esprit s'est vidé. Je ne pouvais pas répondre à ma fille si j'étais heureux. Étais-je heureux ? Je n'étais pas seul.
Je mangeais avec quelqu'un. Je dormais avec quelqu'un. Mais étais-je heureux? Je suis resté assis en silence, pendant un long moment. Sophie ne m'a pas pressé. Je ne sais pas, ai-je fini par dire d'une petite voix. Papa. Les yeux de Sophie se sont embués de larmes. Ce n'est pas que... Je ne suis pas heureux. Je ne sais pas, est-ce le bonheur? Ou juste le fait de ne plus être seul? Sophie a pris ma main. Papa, être heureux et ne pas être seul sont deux choses différentes. Ah bon? Oui. Éviter la solitude et être heureux sont deux choses totalement différentes. En entendant les mots de Sophie, j'ai réalisé. Je ne m'étais pas mariée pour être heureux. Je m'étais mariée pour éviter d'être seule. Tu t'es mariée parce que tu ne voulais pas être seul, papa. Mais là, n'es-tu pas vraiment seul? J'y ai réfléchi longuement. N'étais-je pas seule? Si, j'étais même plus seule. Quand j'étais seule, j'étais au moins avec moi-même. Mais maintenant, j'avais l'impression de m'être perdue. J'ai l'impression d'être plus seule, ai-je dit honnêtement. Sophie a hoché la tête. C'est ce que je pensais. C'est bizarre, non? Être plus seul quand on est ensemble que quand on est seul. Ce n'est pas bizarre, papa. Être avec quelqu'un en se perdant, ce n'est pas être vraiment ensemble, a dit Sophie. Ces mots m'ont touchée. J'étais avec Monique, mais je n'étais pas vraiment avec elle. Je vivais simplement selon sa façon de faire. Tu dois pouvoir être toi-même pour être vraiment ensemble. Là, tu t'abandonnes pour vivre avec ta belle-mère. Oui. Comment en suis-je arrivé là? Depuis le début, je crois. Vous n'avez jamais vraiment parlé de la façon de vivre ensemble, ni toi ni elle. Elle avait raison. Nous nous étions mariés pour apaiser la solitude, mais nous n'avions jamais vraiment discuté de la façon de vivre ensemble. Je sais que ma belle-mère n'est pas une mauvaise personne. Elle pense faire ce qu'il y a de mieux pour toi. Mais je pense qu'elle n'accepte pas que vous êtes deux personnes différentes. Ni toi, ni elle. Sophie était dans le mille. Monique pensait faire le bien pour moi en essayant de me changer à sa façon, et j'abandonnais mon identité pour éviter les conflits. Alors, que devrais-je faire? Tu dois être honnête, papa. Ton cœur, tes difficultés. Mais ça va blesser Monique. Toi, tu es en train de souffrir maintenant. Et ta belle-mère le remarque sûrement, que tu n'es pas heureux. En entendant cela, j'ai dû y réfléchir. Monique avait-elle remarqué que je n'étais plus aussi joyeux qu'avant? Papa, le plus important, Sophie s'est arrêtée un instant avant de continuer. C'est que tu saches comment tu veux vivre. Comment je veux vivre? Oui, jusqu'à présent, tu n'as pensé qu'à éviter la solitude. Mais comment veux-tu vraiment vivre? J'ai réfléchi longtemps. Comment je voulais vivre? Je ne me souvenais pas de la dernière fois que j'y avais pensé. Je ne sais pas. Je veux juste vivre paisiblement. Et c'est quoi? Vivre paisiblement? Faire ce que je veux, voir qui je veux, être seule quand je veux l'être. Sophie a souri. C'est ça, la vie que tu veux. C'est là que j'ai réalisé. Je m'étais mariée pour éviter la solitude, mais cela m'avait éloignée de la vie que je voulais. Sophie, est-ce que j'ai fait le mauvais choix? Il n'y a pas de mauvais choix, papa. Tu peux simplement faire le bon choix, maintenant. En quittant le café pour rentrer à la maison, j'ai beaucoup réfléchi. Le mariage, commencé pour éviter la solitude, m'isolait davantage. J'étais avec Monique, mais loin de moi-même. En entrant, Monique m'attendait. « De quoi as-tu parlé si longtemps ?» a-t-elle demandé. « Juste de choses du quotidien, » ai-je répondu. Mais je me suis dit, il est temps de parler franchement. Après ma conversation avec ma fille, je n'ai pas pu dormir correctement pendant plusieurs jours. La question de ma fille résonnait dans ma tête. « Papa, tu as l'air heureux ?» J'avais honte de ne pas avoir pu répondre correctement à cette question. Un homme qui a vécu 68 ans et qui ne sait même pas s'il est heureux. Monique a dû remarquer que j'étais différent de d'habitude. « Tu ne dors pas bien ces temps-ci. Quelque chose t'inquiète ?» a-t-elle demandé prudemment. « Non, je n'arrive juste pas à dormir, » ai-je répondu. Mais mon esprit était confus. Devais-je continuer à vivre comme ça? Ou est-ce que quelque chose devait changer? Au bout d'une semaine, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai senti que je ne pouvais plus m'inquiéter seule. « Monique, quand tu as un moment, parlons, » ai-je dit. « À propos de quoi ?» a-t-elle demandé. « À propos de nous. » L'expression de Monique s'est durcie. Y a-t-il un problème? Pas vraiment un problème, mais plutôt sur la façon dont nous allons vivre à l'avenir. Ce soir-là, après le dîner, nous nous sommes assis l'un en face de l'autre dans le salon. La télévision était éteinte. Je voulais que nous nous regardions vraiment pour parler. « Monique,
Nous sommes mariés depuis 5 mois maintenant, ai-je commencé. Oui. Le temps passe vite, a-t-elle répondu. Comment te sens-tu? Est-ce que ça t'a plu de vivre avec moi? C'est beaucoup plus stable que d'être seule, a dit Monique. Moi non plus, je ne suis pas seule. Mais je me suis arrêtée un instant. C'était difficile de commencer. Mais quoi? A demandé Monique. Puis-je être honnête? Oui, dis-moi. J'ai l'impression de disparaître peu à peu, ai-je dit prudemment. Les yeux de Monique se sont écarquillés. Ai-je fait quelque chose de mal? Non, tu n'as rien fait de mal, mais notre façon de vivre est un peu difficile pour moi. En quoi est-ce difficile? J'ai pris une grande inspiration et j'ai dit, j'ai l'impression que tout est fixé. Quand se lever, quand manger, quoi regarder, quand dormir. Je n'ai plus la possibilité de choisir. Ce sont des choses que nous avons décidées ensemble, a dit Monique. Oui, j'ai été d'accord, c'est vrai. Mais je ne savais pas à l'époque que ce n'étaient pas des suggestions, mais des décisions déjà prises. Monique est restée silencieuse un instant, puis, elle a dit lentement. J'ai fait ça pour toi. Je pensais qu'à notre âge, il valait mieux vivre de manière régulière. Je sais. Je comprends ton intention, Monique. Mais quoi? J'ai aussi ma propre façon de faire. Mes heures préférées. Mes goûts. Monique a eu l'air blessée. Ma façon de faire t'a-t-elle tant gênée? Ce n'est pas qu'elle me gêne, c'est qu'elle est différente de la mienne. Si elle est différente, ne faut-il pas s'adapter pour vivre ensemble? Quand on est marié, il faut s'adapter. S'adapter ne signifie pas qu'une seule personne doive abandonner, ai-je dit. Monique a réfléchi un long moment après avoir entendu cela. Puis, elle a dit « Ai-je été trop autoritaire, plus qu'autoritaire? J'ai l'impression que tu vis exactement comme quand tu étais seule. Sauf que je suis là, à côté. » L'expression de Monique est devenue complexe. C'est la façon dont j'ai l'habitude de vivre. J'ai créé ma routine pendant mes 12 années de solitude. Moi aussi, j'ai vécu à ma façon pendant 5 ans. Alors, que devons-nous faire? A demandé Monique. Je ne sais pas. C'est pour ça que je t'en parle, ai-je répondu. Nous sommes restés silencieux un moment, chacun perdu dans ses pensées. Monique a rompu le silence en premier. Pour être honnête, j'ai remarqué que tu n'étais plus aussi joyeux qu'avant. Vraiment? Oui. Au début, j'ai pensé que c'était le temps de l'adaptation, mais ça a continué. Et toi, Monique? Comment te sens-tu de vivre avec moi? Moi, je suis à l'aise. Le simple fait que quelqu'un soit là me rassure. Et es-tu heureuse? Monique a marqué une pause. La même question que Sophie m'avait posée, je la posais à Monique. Le bonheur? Je ne sais pas trop. Je suis stable. Moi aussi. Je ne sais pas si je suis heureux, mais je ne suis plus seule. À cet instant, nous avons tous deux réalisé. Ce que nous cherchions, ce n'était pas le bonheur, mais la stabilité. Avons-nous été trop pressés? A demandé Monique. Plus que pressés, nous n'étions pas prêts. Pas prêts pourquoi? Pas prêts à accepter que nous étions 2 personnes différentes et à négocier comment gérer ces différences. Monique a hoché la tête. Tu as raison. J'ai pensé que tu t'adapterais à moi. Moi aussi. J'ai essayé de m'adapter à toi à tout prix pour éviter les conflits. Et c'est pour ça que tu as arrêté d'être toi-même, n'est-ce pas? Oui. Et j'avais l'impression de disparaître. Monique a soupiré. J'ai essayé de te changer à ma façon, sans le vouloir, je crois. Ce n'est pas une mauvaise façon de vivre, Monique. C'est bon pour la santé, c'est régulier. Mais c'est juste que c'est différent de ma façon de faire. Alors, que devrions-nous faire? J'ai réfléchi longtemps. Que devions-nous faire, vraiment? Qu'en penses-tu, Monique? Je ne veux pas que tu vives avec moi en étant malheureux. Moi non plus. Je ne veux pas que tu ailles à t'adapter à ma façon de faire de force. Alors, nous nous sommes regardés. Sans rien dire, nous savions que nous pensions la même chose. Ne sommes-nous pas trop différents? A dit Monique prudemment. Être différent n'est pas une mauvaise chose, mais pour vivre ensemble, nous sommes peu. Être trop différents. Monique a repris mes mots. Nous n'étions pas prêtes à vivre ensemble. Monique a hoché la tête. Nous nous sommes empressés à cause de la solitude, je crois. Oui, nous nous sommes mariés pour apaiser la solitude, sans vraiment réfléchir à la façon de vivre ensemble. N'est-il pas trop tard pour essayer à nouveau? J'ai réfléchi un instant. Essayer à nouveau. Comment devrions-nous faire? Monique, pour être honnête, je suis trop épuisée là. Moi aussi, te voir mal à l'aise, ça m'épuisait aussi. Alors, devrions-nous prendre un peu de distance pour réfléchir? A suggéré Monique. Ce serait une bonne idée. Cette nuit-là, nous avons dormi dans des chambres séparées.
Mais bizarrement, je me sentais soulagée. Pour la première fois, nous avions eu une conversation vraiment honnête, et nous avions accepté la réalité sans nous blâmer. Nous n'avions ni l'un ni l'autre tort. Nous n'étions juste pas prêts à vivre ensemble. Après cette conversation, nous avons pris une semaine de pause. Monique est allée chez sa famille, et j'ai beaucoup réfléchi seule. Une semaine plus tard, nous nous sommes revus. « Qu'as-tu décidé ?» ai-je demandé. « J'ai beaucoup réfléchi. »« Et toi ?» a répondu Monique. « Moi aussi. »« As-tu pris une décision ?» Monique est restée silencieuse un instant, avant de dire « Nous sommes trop différents, je crois. Je suis arrivée à la même conclusion. Moi aussi. Je crois qu'il vaut mieux vivre chacun à sa façon que de s'adapter de force, » ai-je ajouté. C'est ainsi que nous avons décidé de divorcer. 5 mois après le mariage. Heureusement, nos enfants respectifs ont compris. Sophie était même soulagée. Et Thomas, le fils de Monique, a dit que le plus important était que sa mère se sente bien. « Je suis heureuse que nous puissions nous séparer sans nous blesser », a dit Monique. « Oui, je suis reconnaissant que nous puissions nous quitter sans rancune », ai-je répondu. La procédure de divorce a été simple. Il n'y avait pas de problème compliqué de partage des biens. Monique est retournée chez elle, et je suis redevenue seule. Le jour où Monique a fait ses valises, j'ai eu un sentiment étrange. Je n'étais ni triste, ni plein de regrets. Au contraire, j'étais soulagée. « Prends soin de toi », m'a dit Monique en guise d'adieu. « Toi aussi, Monique. »« Reste en bonne santé », ai-je répondu. Après le départ de Monique, la maison est redevenue silencieuse. Mais ce n'était plus le silence lourd d'avant. Mon esprit était léger. Pour la première fois depuis longtemps, je me suis levée à mon heure préférée, 7h30. L'heure qui convenait le mieux à mon corps. J'ai bu mon café en regardant par la fenêtre. L'hiver était passé, le printemps arrivait. 5 mois de mariage étaient passés comme une saison. J'ai recommencé à me promener le matin à l'heure et sur l'itinéraire que je voulais. Je pouvais m'arrêter quand je voulais, changer de chemin sans avoir à surveiller qui que ce soit. J'ai recommencé à lire. Le temps passé à lire sur le canapé du salon, écoutant ma radio préférée. Je ne savais pas à quel point ça m'avait manqué. J'ai aussi recommencé à voir mes amis. « André, comment vas-tu ? Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de nouvelles », a demandé un ancien collègue. « J'ai eu quelques complications », ai-je répondu. « Alors, comment va ton remariage ? C'était une bonne idée, non ? » Pas si facile, ai-je dit. J'ai raconté mon divorce, et ils ont tous été surpris. Mais bizarrement, ils ne m'ont pas consolé, ni plaint. Ça arrive. Ce n'est pas facile de s'adapter à quelqu'un de nouveau à notre âge. Oui. Oui. Vivre seul, c'est pas mal non plus. En entendant leur réaction, j'ai réalisé que je n'étais pas le seul à avoir eu des difficultés. Quand Sophie est venue, elle avait l'air beaucoup plus joyeuse. « Papa, tu as l'air tellement mieux », a dit Sophie en souriant. « Ah oui, tu es l'ancien papa, tu as l'air détendu. Je le sens aussi, tu as bien fait, papa. C'est beaucoup mieux que de s'adapter de force. » J'ai aussi dîné avec Sophie à l'extérieur. Seuls tous les deux. Après si longtemps, nous avons discuté de tout et de rien, l'esprit léger. « Papa, as-tu appris quelque chose de cette expérience ?» a demandé Sophie. « Beaucoup de choses. D'abord, que vivre seul n'est pas une mauvaise chose. »« Ah oui, c'est peu. Être seul. Mais je suis libre. Et la solitude ne disparaît pas juste parce que tu es avec quelqu'un. C'est vrai. On peut être seul même si on est à l'aise, et ne pas l'être même si on est seul quand on est en paix. » Sophie avait raison. J'étais plus seule avec Monique que tout seul. « Et sais-tu ce que j'ai appris d'autre ?» ai-je demandé à Sophie. « Quoi ? Dans un remariage tardif, il y a quelque chose de plus important que l'amour. »« Quoi donc ? C'est un accord sur la façon de vivre ensemble. Il faut vraiment discuter profondément de la façon dont chacun veut vivre. Ah, ça doit être très important. Nous nous sommes mariés à la hâte pour apaiser la solitude, sans vraiment savoir qui nous étions, ni comment nous voulions vivre. C'était la plus grande leçon que j'avais tirée de cette expérience. Le mariage jeune est peu, être surtout une question d'amour. Mais le remariage tardif est différent. À un âge où les habitudes sont bien ancrées, vivre ensemble est une chose à aborder avec une extrême prudence. Même en mangeant seul le soir, je pensais. Avant, je trouvais ça si triste de manger seul. Mais maintenant, ça allait. Au contraire, j'aimais pouvoir manger ce que je voulais à l'heure que je voulais. C'était pareil pour regarder la télévision le soir. Je pouvais regarder les programmes que je voulais.
Les nouvelles, des documentaires. Parfois, je lisais simplement en écoutant la radio. Avant de dormir, je pensais souvent « Est-ce si mauvais d'être seul ?» Bien sûr, il y a des moments de solitude. Surtout quand on est malade ou déprimé, on aimerait avoir quelqu'un à ses côtés. Mais ce qui était plus effrayant que cette solitude, c'était de me perdre. Quand je vivais avec Monique, j'ai commencé à ne plus savoir qui j'étais. J'avais oublié ce que j'aimais et comment je voulais vivre. Maintenant, je sais à nouveau qui je suis. Une personne qui aime se lever tard, qui chérit ses moments de solitude et qui aime voir ses amis de temps en temps. C'était moi. Quelques mois plus tard, j'ai croisé Monique par hasard. C'était au marché. Nous nous sommes salués sans gêne. « Comment allez-vous » ai-je demandé. « Je vais bien. »« Et vous » a répondu Monique. « Je vais bien aussi. » Monique avait l'air apaisée. Elle aussi. Elle avait l'air plus naturelle de ne plus avoir à s'adapter à quelqu'un. « C'était difficile à l'époque, n'est-ce pas ?» a dit Monique. « Oui, mais c'était une bonne expérience. J'ai beaucoup appris. Moi aussi. J'ai appris que vivre seule n'est pas une mauvaise chose, a-t-elle dit. En partant, Monique a dit « Prenez bien soin de vous. Vous aussi, Monique. » C'est ainsi que nous avons pu finir notre relation en bons termes. Maintenant, je n'ai plus peur d'être seule. Bien sûr, il y a de la solitude, mais je sais qu'il est beaucoup plus effrayant de se perdre que d'être seule. Si quelqu'un me demande conseil sur le remariage tardif, je lui dirai ceci. L'amour est important, mais la chose la plus importante est l'accord sur la façon de vivre ensemble. Discutez suffisamment de la façon dont chacun veut vivre, de ce que vous pouvez abandonner et de ce que vous ne pouvez pas, et de l'importance du temps et de l'espace personnel. Et n'ayez pas trop peur d'être seul. La solitude ne disparaît pas nécessairement parce que vous êtes avec quelqu'un. Au contraire, c'est quand vous êtes à l'aise avec vous-même que vous trouvez la véritable paix. C'est la plus grande leçon que j'ai apprise. Je me suis remariée sur le tard, mais ce mariage, commencé sans cette connaissance, n'a laissé que plus de regrets et de déceptions. J'ai compris maintenant qu'il est plus effrayant de se perdre que d'avoir peur d'être seul.